Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup. Merci à l'AFCAS et à son président pour cette confiance renouvelée. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous présenter un petit peu les velléités du marché mondial. Donc vraiment, à nouveau, merci avec beaucoup de plaisir. Écoutez, oui, comme Monsieur Coquelet l'a présenté, effectivement, on vient d'un marché un petit peu déprimé, hein. Ça fait quand même 2 3 ans qu'on n'a pas eu beaucoup d'encoeur sur les cours du marché mondial, mais également, comme l'a précisé Monsieur Coquelet, c'est vrai qu'on est potentiellement à un virage, à quelque chose en tout cas qui s'est amorcé sur les marchés dernièrement et auquel on est très attentif. Alors, je vous propose de voir un petit peu rapidement le plan de la présentation, le fil directeur. Alors, ce qu'on verra d'une part, c'est les cours du sucre, pour se remettre un petit peu justement en mémoire d'où on vient, hein. C'est généralement le meilleur indicateur pour savoir où on va dans les matières premières et les marchés en général. Ensuite, on passera un petit peu plus de temps à étudier l'évolution de la production mondiale. Nous sommes des négociants fondamentaux, donc c'est vrai que c'est les éléments principaux qu'on va regarder, c'est ce rapport, justement, comme le signalait M. Coquelet, en fonction de l'offre et de la demande, hein, qui va nous permettre de, je dirais, supputer ou au moins estimer où vont aller les prix. Le bilan sucrier mondial, qui est à proprement dit cette confrontation entre l'offre et la demande sur le marché, où effectivement les stocks sont une dimension importante et ont eu jusqu'à présent en tout cas un impact assez large. Un point sur le sucre et l'énergie, hein, également reporté par l'introduction de M. Coquelet, où effectivement le sucre et l'énergie sont intimement liés. Dernièrement, un petit peu moins, en fait, on le verra du fait justement de cette structure des fondamentaux. Peut-être demain, de nouveau, un petit peu plus. Où là, on pourrait reprendre un petit peu également de dynamique de ce point de vue-là. Et ensuite, le rôle des fonds. Qui sont bien sûr un des éléments fondateurs du marché. Alors, bon, à quoi les fonds réagissent? Est-ce que c'est vraiment aux fondamentaux ou à d'autres éléments? Ça, c'est toujours un grand discours, ou du moins des grandes questions. Mais on s'y attachera pour essayer de voir un petit peu la directionnalité qu'il pourrait prendre. Et puis, les perspectives en guise de conclusion et bien sûr une séance de questions avec plaisir. Alors, les cours du sucre, d'où on vient? Alors, on voit une grosse montagne là, qui est arrivée il y a 3 ans aujourd'hui, hein. C'était en octobre 2016, hein, où on a touché le plus haut du marché. Alors, je ne sais pas si le pointeur marche. Donc ça, c'était dans le courant, je dirais, entre 2016, depuis début 2016, où on a une ascension très forte. D'ailleurs, ce qui correspondait, hein, c'est une prise de position acheteuse des fonds. Et puis un déclin très rapide, en fait, hein, plus une chute brutale dans le cours de 2017, hein, vraiment, pour arriver d'ores et déjà à 12 cents, en fait, juillet 2017. Donc ça, c'est quand même déjà 2 ans et demi pratiquement, hein. Donc vraiment, pour entamer un couloir, un range, hein, comme on dit, c'est-à-dire vraiment un intervalle des cours relativement faible, globalement entre 10 et 14 cents. Donc c'est vrai que c'est des moments de volatilité raisonnable, ce qui par ailleurs est un avantage, hein, quelque part pour à la fois les producteurs et les consommateurs et également les négociants. Donc un environnement de marché assez stable, avec quand même une reprise de la baisse, je dirais jusqu'à la mi-2018, jusqu'à troisième trimestre 2018, où là en septembre on était remonté à la hausse dans une perspective, d'ailleurs, à l'époque. Alors c'est vrai que l'année dernière on s'est pas vu, mais c'est vrai qu'au moment, je dirais un petit peu, finalement à ce même moment-là, l'année dernière, il y avait quelque part des perspectives peut-être de récoltes moins importantes. Finalement, on a des récoltes qui ont plus surpris à la hausse qu'à la baisse. Donc du coup, à partir de début 2019, on est reparti sur un trend, sur une tendance assez baissière des cours, toujours avec relativement peu de volatilité par rapport à l'historique. Et puis, quelque chose qui nous a emmené pas aussi bas que l'année dernière. L'année dernière, on était passé en dessous de 10 cents. Là, on est resté, je dirais, au plus bas entre 10 et 11 cents. Ça, on a dû faire 10,5 au plus bas. Donc, une tendance baissière, un petit peu assez structurelle, assez déclinante. Et puis là, un rebond qui s'est opéré, je dirais, à partir de la mi-octobre, début novembre, avec des éléments très intéressants fondamentaux.
c'est vrai, une perspective de déficit d'une part, et puis des événements un petit peu déclencheurs qui ont fait peut-être douter un petit peu les acteurs du surplus de sucre, notamment vis-à-vis des stocks, ou qui ont du moins conduit les acteurs à penser que ce stock, justement, allait vraisemblablement être absorbé par ce déficit à venir. Et puis des accidents de culture, notamment aux USA dernièrement, très, très ponctuels, mais très, je dirais, assez importants, notamment dans la dimension au-delà, je dirais, de la production-consommation, mais vraiment dans les échanges commerciaux. C'est vrai que quand on a un accident de culture aux USA, par exemple, ça se transmet techniquement immédiatement par une augmentation des imports, et donc ça a une onde de choc sur le marché assez intéressante. Alors justement, cette récapitulation de la production mondiale, hein, bon là on a en gros 90% de la production mondiale, entre 80 et 90%. Alors pareil, d'où on vient, bon, bah, 17-18, c'était l'année des feux verts, hein, feux verts économiques. On avait un prix du sucre qui était très élevé, donc tout le monde a fait beaucoup de sucre, à la fois augmenter ses surfaces de canne et de betterave, et puis les Brésiliens, bah, ils ont fait le maximum de sucre qu'ils pouvaient. Donc prix élevé, conditions climatiques extrêmement favorables, en Europe notamment, hein, on a eu un record cette année-là, en incluant l'éthanol, au-delà de 21 millions de tonnes, mais aussi en Asie, en Thaïlande, en Inde. Donc vraiment des éléments très intéressants. Et puis le troisième feu vert, bah oui, c'est celui de l'éthanol. On avait des prix du brut qui étaient assez reculés à cette période-là, et donc une maximisation du sucre au Brésil. Donc à la fois dans l'hémisphère nord, qui est relativement peu lié au prix du pétrole, et dans l'hémisphère sud, qui, elle, est beaucoup reliée au prix du pétrole du fait du Brésil, bien sûr, on a eu un record de production qui s'est avéré par une augmentation de 20 millions de tonnes de la production mondiale par rapport à l'année d'avant. Donc on était vraiment dans un cycle extrêmement positif et une onde de choc, bien sûr, sur le marché, d'où cette décrue absolue de 2017. Alors bon, si on voudrait philosophie, on pourrait même se dire que 2016, ça a été exagéré finalement, cette montée des prix. Et comme on dit, hein, le meilleur remède aux prix hauts, ce sont les prix hauts. Donc finalement, là, le remède, il a été administré assez rapidement et les prix ont descendu très rapidement. Alors, 18-19, c'est une année, je dirais, de transition, avec comme élément le plus important un retrait absolument significatif du Brésil, puisque le Brésil, dans son année 18-19, s'est ajusté immédiatement au prix, à la fois au prix du sucre et au prix du pétrole, et a, je dirais, tourné complètement son industrie, d'une industrie, je dirais, quasiment à part, à parité entre le sucre et l'éthanol, pour aller, comme disait M. Coquelet, effectivement, à 35% sucre, 65% éthanol. Donc l'effet immédiat, c'est qu'on a perdu 10 millions de tonnes de sucre dans le bilan mondial. Donc c'est quelque chose de tout à fait notable. À savoir que, je dirais que c'est un petit peu la contrepartie de ce changement-là, c'est qu'il est très rapide pour baisser la production, mais il est aussi très rapide pour augmenter. Et dans un espace de prix qui n'est pas forcément, je dirais, énorme. C'est-à-dire qu'on pourrait retrouver le sucre brésilien à des niveaux finalement pas si élevés qu'on les a. Et c'est un petit peu tout le débat des acteurs aujourd'hui. C'est dans quelle mesure le Brésil a, je dirais, un peu de nouveau tourné son industrie vers plus de sucre. En tout cas, pour 18-19, un premier choc qui est cette baisse de la production de sucre au Brésil, donc qui a conduit à une forte baisse de l'hémisphère sud. Et dans le nord, on est sur un bilan un peu mitigé. Alors, si on se replace l'année dernière, pourquoi ce soubresaut sur le marché mondial? C'est bien de prendre un petit peu de perspective aussi sur les erreurs, quelque part, des analystes. C'est qu'en fait, on pensait que l'Inde et la Thaïlande n'allaient pas reproduire une culture aussi bonne qu'en 17-18. En réalité, au moins pour l'Inde, elle a fait même mieux. Il faut savoir qu'il faut prendre avec beaucoup de modestie les estimations des cultures, surtout dans ces pays-là. Il y a beaucoup de planteurs, il y a une capacité de changer très vite de culture. On est sur des fermes de 1 hectare, donc c'est vrai que c'est quand même un élément assez compliqué à estimer. Mais du coup, en 18-19, un maintien de culture très bonne en Asie, à noter une culture mexicaine aussi très bonne, hein, qui a emmené le Mexique à s'exporter beaucoup plus sur le marché mondial. Finalement, la zone qui a vraiment diminué la production, qui était prévue quelque part par les analystes, c'est l'Europe.
puisqu'on a eu des conditions, là, ce n'était pas une histoire de surface, c'était essentiellement une histoire de production et de rendement assez mauvais du fait de conditions climatiques extrêmes. Au final, on perd quand même un petit peu plus de 12 millions de tonnes entre les 2 années. Donc on a déjà un premier travail qui a été fait d'ajustement à la baisse de la production, à nouveau en grande partie dû au Brésil, qui a conduit quelque part à un petit assainissement du marché et à un surplus moins important comme on le verra par la suite. Alors 19-20 qu'on a commencé il y a quelques mois, on a cette tendance qui continue. Alors d'une part, un Brésil qui reste orienté sur l'éthanol, de nouveau une production, je dirais, 10 millions de tonnes en dessous du potentiel sucre, puisque le chiffre de canne et de sucrose attaché a relativement peu varié sur ces différentes années. Donc un hémisphère sud qui reste orienté à la baisse, avec un petit accident de culture aussi en Australie, probablement aussi pour l'année prochaine d'ailleurs, ils ont des conditions climatiques assez mauvaises. Et puis, alors pour l'Europe, j'ai envie de dire, ce qui sont finis d'ores et déjà, de nouveau une culture pas très bonne. Alors, les conditions sont un peu différentes. Là, c'est plutôt pour une réduction de surface et puis un rendement qui n'a pas été tout à fait à la hauteur. À ceci près que la Russie, par contre, elle fait une culture totalement exceptionnelle, puisqu'elle pourrait faire plus de 7 millions de tonnes. Donc c'est vrai qu'au sein de l'Europe, il y a quand même des disparités. Le sucre russe, c'est un sucre qui se lie au marché mondial, puisqu'ils vont devoir exporter, mais de manière, c'est vrai, moins évidente que les Européens qui exportent. Ce sera surtout un rayonnement un petit peu dans la région, Kazakhstan, Ouzbékistan, qui vont prendre plus de blancs et moins de roux brésiliens. Donc, un petit peu plus de complexité à en voir l'impact. Mais en tout cas, je dirais que sur l'Europe, plutôt de nouveau des cultures assez faibles. Et puis un point très important, les USA. On l'a vu dernièrement, on a eu vraiment un choc très violent en Amérique, notamment sur les territoires betteraviers. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils font une prouesse chaque année de ramasser, d'arracher leurs betteraves en très très peu de temps, puisqu'ils ont un cycle de culture relativement court, une période végétative courte. Donc ils optimisent en récoltant en une quinzaine de jours. Bon, là, il se trouve qu'il y a beaucoup plu et qu'il y a fait un gros coup de froid après. Donc ils ont laissé, pour certaines zones betteravières, 30% des betteraves dans le sol. Donc c'est tout à fait énorme. Du coup, la production américaine est bien entendu en fort retrait. Et à nouveau, c'est un impact immédiat sur le marché mondial. C'est-à-dire qu'on sait que tout ce que les États-Unis ne vont pas produire va être importé. Alors en l'occurrence, essentiellement du Mexique, qui lui-même devrait baisser sa production, du fait également de conditions climatiques pas très bonnes. Ce qui fait que la zone NAFTA, la zone USA, va être importatrice nette, alors que l'année dernière, elle était importatrice nette, mais le Mexique avait beaucoup contribué quand même à exporter sur le marché mondial. Donc, un choc important dans les flux commerciaux, un choc aussi d'ailleurs important sur la base production mondiale. Et puis, le point d'interrogation aujourd'hui, ça reste l'Asie, puisque l'Asie commence la culture. Vraisemblablement, on aura une meilleure idée des récoltes, peut-être pas la veille, mais pas loin de la fin de leur usine. Et là, effectivement, les expectatives sont une récolte moindre en Asie. Alors, je dirais qu'il y a, pour deux raisons différentes. En Inde, une récolte moindre du fait de la mousson 2018 qui avait été pas bonne et donc qui avait pas rempli suffisamment les réservoirs pour permettre aux planteurs de planter de la canne. Donc c'est une réduction de surface sur laquelle, du coup, on a une vision qui est un petit peu plus, je dirais, élaborée. C'est quelque chose qu'on a vu venir, je dirais, depuis un an, quasiment, que la récolte 19-20. Alors, à savoir que c'est sur le Maharashtra et non pas sur les États du Nord indien, qui continuent, eux, de progresser. Donc, c'est assez, finalement, localisé. L'échelle de l'Inde veut que, même si c'est une seule province, on perd 5 millions de tonnes. Mais effectivement, des expectatives moins importantes. Et puis la Thaïlande. Alors la Thaïlande, c'est plus parce que la mousson 2019 n'a pas été bonne. Effectivement, des acteurs qui se voient après de culture exceptionnelle en Thaïlande, peut-être de retour sur quelque chose de plus mitigé en termes de production de sucre. Donc au final, ce qui est assez intéressant dans ce profil-là, si tant est que les expectatives en Asie se réalisent, il y a une bonne partie qui est déjà réalisée. L'Europe, les USA, l'Amérique du Nord, le Brésil, l'Australie, c'est déjà réalisé. Donc je dirais que dans cette année 19-20, le point d'interrogation, c'est chez eux.
ce qui est par ailleurs un bon tiers de la production mondiale, hein, donc ça reste important. Mais c'est vrai qu'au niveau du bilan mondial, eh ben, en fait, on fait un retour à 3 ans auparavant. C'est-à-dire qu'après 2 récoltes très bonnes, enfin surtout une très bonne 17-18, une un petit peu mitigée 18-19, eh ben, on retourne au niveau d'avant, ce qui bien sûr a une conséquence très importante sur le rapport entre la production et la consommation, puisqu'on voit qu'on passe d'un surplus très important en 17-18, avec des prix d'ailleurs qui se sont ajustés au moment de la formation de ce surplus, hein, quelque part avec un certain retard. Hein. On a vu, je dirais, des gens encore pricés à des niveaux assez élevés alors qu'on avait ces perspectives-là. Ensuite, un 18-19, octobre-septembre, là, sur une base hémisphère nord, un petit peu plus, avec un surplus moindre, mais toujours un surplus. Et puis là, ce déficit assez notoire. Alors effectivement, entre 5 et 7 millions de tonnes, hein, comme le rappelait M. Coclès. Je pense que la différence, elle n'est pas tant sur les productions où les gens ont une vue assez consensuelle, c'est plus sur la consommation, qui est par ailleurs une variable assez difficile à estimer. Mais effectivement, de retour, je dirais, à un déficit qui entraîne de facto une baisse des stocks. Alors, le problème qu'on a eu aujourd'hui, pourquoi quelque part le marché a relativement peu réagi à cette perspective, c'est qu'en fait, on était à des stocks records. En Inde notamment, alors en Inde, à savoir qu'ils commencent avec 60% de leur consommation, ils l'ont déjà au premier jour de leur récolte, donc ça veut dire qu'il ne leur reste que 40% pour remplir leur marché domestique. Donc c'est effectivement une perspective assez compliquée pour eux en termes logistiques et qui les oblige, bien entendu, à exporter. Mais au Brésil aussi, on a des stocks importants. En Chine, bien entendu. Est-ce que les stocks sont disponibles ou pas pour le marché mondial? C'est toute la question. Et c'est d'ailleurs un petit peu là, dans cette montée récente, je dirais, de l'intervalle de 12 à 13 cents à 13,5, comme on a vu. Je pense que le questionnement du marché, c'est à la fois le rapport entre des stocks élevés, le rapport de force entre des stocks élevés, donc une composante plutôt baissière, et un déficit, composante plutôt haussière. Donc il y a ce premier rapport de force, pardon. Et ensuite, il y a un deuxième élément, c'est oui, est-ce que ces stocks sont disponibles ou non pour le marché mondial? Si on a des stocks qui sont à un prix beaucoup plus élevé que le marché mondial lui-même, forcément, ces stocks ne vont pas se rendre disponibles et donc on peut avoir une notion d'étroitesse des flux commerciaux et techniquement un petit peu de pénurie. Donc on est un petit peu je dirais, à la croisée de ces chemins, au stock, perspective de déficit. Alors quels sont les éléments qui vont nous permettre de déterminer un petit peu qui va gagner entre les deux, entre ces deux constats? Je pense qu'une grande partie de la question, elle va être remplie par les perspectives 2021. Est-ce qu'en 2021, effectivement, on va être de nouveau dans un déficit? Si oui, quelle amplitude de déficit? Est-ce que ce sera de nouveau 5 millions de tonnes? Est-ce que ce sera plus près de la neutralité? Dans ces circonstances-là, aujourd'hui, si on fait le tour des grands producteurs, c'est un bilan aussi, je dirais, un petit peu mitigé. L'Inde reste une composante assez baissière du marché mondial. Alors, contrairement à l'année dernière, la mousson 2019 a été en retard en Inde, mais abondante. On a eu 30% de plus de pluie que d'habitude, ce qui a énormément rempli les réservoirs et donc ce qui va permettre aux planteurs, notamment du Maharashtra et du Karnataka, dans la zone ouest de l'Inde, de nouveau de replanter beaucoup avec un prix de la canne qui reste toujours aussi élevé par rapport aux autres cultures. Donc vraisemblablement, le potentiel de l'Inde en 2021 est très bon. On pourrait le voir revenir effectivement à 31 à 32 millions de tonnes facilement, donc une augmentation de nouveau de 5 millions de tonnes. Alors, du point de vue du producteur, j'ai envie de dire, heureusement, les autres pays ne sont pas aussi clairs. La Thaïlande notamment, les gens sont assez pessimistes. C'est peut-être un petit peu tôt pour afficher un pessimiste aussi franc, je dirais, mais c'est vrai que les perspectives restent moins bonnes. L'Union européenne aussi, les perspectives sont moins bonnes pour un aspect qui est assez compréhensible. Hein. Il y a des fermetures d'usines, on a quand même une perte de la sole betteravière. Les cours du blé sont pas si mal. On n'a pas une industrie qui va vraiment pousser à l'augmentation des surfaces. Donc plutôt une Europe un peu constante, j'ai envie de dire,
probablement qui récupère un petit peu, mais si le climat le permet, hein, bien sûr, tous ces pays-là, toutes ces élucubrations-là sont base climat moyen. Bien entendu, ce sera l'élément directeur qui nous arrivera plutôt sur la période de Q3 2020. Les USA devraient repartir à la hausse. Hein. Il n'y a pas de raison qu'ils ont de nouveau un accident climatique tel qu'ils l'ont eu. La Russie, elle, devrait partir à la baisse. Un gros surplus cette année, hein, une production qui a augmenté énormément, vraisemblablement un ajustement des surfaces, de nouveau un petit peu de fuite vers le blé pour les agricultures ou les industries russes. L'Australie, probablement pas très bon. On a vraiment 2 années difficiles en termes de pluviométrie en Australie. Donc je dirais un bilan hémisphère nord, mis à part l'Australie, un petit peu neutre, peut-être une petite récupération de culture avec l'Inde, mais quelque chose, je dirais, pour les autres qui se compense un petit peu, qui est assez constant. Donc ce qui nous laisserait finalement dans un environnement de déficit. De nouveau, on pourrait se dire, on récupère peut-être 1 ou 2 millions de tonnes grâce à l'Inde, et donc on se situe plus sur un déficit de 3 à 4 millions de tonnes l'année prochaine. À savoir, et juste un aparté là-dessus, effectivement, la consommation continue d'augmenter de sucre. Alors, bon, c'est pareil, il faut voir ça avec beaucoup de modestie parce qu'il y a très peu de statistiques de consommation, mais c'est relativement léger. En fait, il y a des zones qui perdent. Il y a par exemple, l'Afrique est une zone qui continue vraisemblablement d'augmenter sa consommation. Donc ça, c'est bien pour beaucoup de producteurs ici présents. On a des zones qui sont peut-être avec une production, une augmentation assez faible en termes de pourcentage, toujours importante par ailleurs en termes de volume, hein, mais c'est l'Inde, peut-être la Chine par exemple. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi des zones sur lesquelles on a plutôt des baisses de consommation. On ne le voit jamais de manière très franche. Sauf peut-être en Afrique du Sud. Il fait effectivement un élément absolument incroyable. Hein. Ils ont perdu 20% de leur production avec la taxe qui s'est établie. Et du coup, l'Afrique du Sud est devenue un exportateur, de nouveau un exportateur, avec près d'1 million de tonnes exportées cette année. Il y a un autre élément sur la consommation, c'est l'instabilité qu'on a dans pas mal de pays. Le Venezuela, par exemple, quelques pays du Moyen-Orient, où effectivement, on a un impact direct sur la consommation de sucre et donc, quelque part, derrière, sur les échanges mondiaux avec moins de demande. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on est toujours dans un environnement de croissance, 500 à 1 million de tonnes sur la consommation. Donc même à production mondiale équivalente, on fait un déficit un petit peu plus important. Alors, l'élément dont on n'a pas parlé, mais qui sera directeur dans toute cette équation-là, c'est le Brésil. Que va faire le Brésil ? On était entre 11 et 12 cents pendant sa récolte précédente. Aujourd'hui, on est à 13,5. Donc, on peut se dire, tiens, les gens commencent à avoir un petit peu plus d'intérêt peut-être à faire de l'éthanol. Alors aujourd'hui, on est en interculture au Brésil, hein, les usines sont fermées, donc c'est assez difficile de se rendre compte finalement de cet arbitrage-là, à savoir que aussi bien ils peuvent vendre leur sucre à distance avec les marchés futurs New York et Londres sur la bourse mondiale, mais ils ne peuvent pas vendre leur éthanol. Donc il n'y a pas d'arbitrage entre le sucre et l'éthanol en vision future. On l'a que sur la vision spot. Donc c'est très difficile de voir. Ce qu'on peut se dire, malgré tout, c'est que probablement le niveau n'est pas encore tout à fait là pour qu'il redéveloppe de la cristallisation versus la distillation. C'est-à-dire que vraisemblablement, à 13,5, déjà aujourd'hui, si on regarde, l'éthanol paye toujours beaucoup mieux. Hein. L'éthanol, aujourd'hui, paye 150 à 200 points de plus, c'est-à-dire en gros 30 à 40 dollars de plus la tonne que le sucre. Donc s'il devait être aujourd'hui en train de produire, il continuerait de produire plus d'éthanol. Et même demain, on serait plutôt partisan, je dirais, d'un modèle brésilien qui reste orienté sur l'éthanol, avec Renovabio aussi, qui donne quand même une perspective non négligeable. Hein, c'est ce programme dans le cadre des accords de Paris qui va leur permettre, je dirais, d'avoir une rentabilité meilleure de l'éthanol du fait des échanges de carbone sur la plateforme brésilienne. Donc, aujourd'hui, au marché tel qu'il est, on serait encore dans une période de déficit, ce qui fait que, oui, vraisemblablement, l'élément fort stock s'estompe un petit peu par rapport à une perspective peut-être de bilan pour la deuxième année consécutive déficitaire. La question du marché sera essentiellement à quel niveau on retrouve le Brésil
Et on retrouve cette perspective de 10 millions de tonnes de Brésil en plus. Et c'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'en une campagne, en 6 mois, on a une variation finalement de la production mondiale de 10 millions de tonnes, juste en fonction du prix et du réal brésilien, et donc par ailleurs aussi du prix du pétrole. Alors justement, le sucre et l'énergie, bien sûr, alors nous on suit ça de manière permanente. Pour rappel, hein, le prix de l'essence est fixé au Brésil par la compagnie Petrobras, qui est le vendeur et le raffineur principal au Brésil. Et donc, eux-mêmes fixent le prix de cette gasoline en fonction de l'import d'essence. Donc, on a vraiment une relation assez proche entre les prix de l'énergie, le réal, qui se transforme en un prix de l'essence au Brésil. Alors, jusqu'à présent, je dirais jusqu'il y a un an, on avait une relation assez forte entre les prix de l'énergie et le sucre. On l'a eu moins cette année. Pourquoi ? Parce que les Brésiliens étaient déjà dans un paradigme toute énergie. C'est-à-dire que tout ce qu'on gagnait, et ça a été le cas notamment, les prix du pétrole sont plutôt appréciés sur la période 2019, mais finalement, comme ils maximisaient déjà l'énergie, c'était juste un bonus pour eux, mais ça n'avait pas d'impact sur la production de sucre. Inversement, si les prix du pétrole avaient baissé, là, vraisemblablement, ça aurait pu avoir un impact à les inciter à faire un petit peu moins d'éthanol et un petit peu plus de production de sucre. Maintenant qu'on revient dans un environnement où vraisemblablement il pourrait de nouveau tenter de faire un petit peu plus de sucre parce que les prix du sucre ont augmenté, il va de nouveau être assez vigilant au prix du pétrole et au cours du pétrole pour une relation, je dirais, plus intime. Ce qui intéresse aussi les gens du marché, et notamment les fonds, aiment bien cette histoire, hein, que le sucre et le pétrole sont liés. Alors justement, les fonds, c'est toujours une très forte corrélation, hein, entre les fonds en rouge et les prix du sucre New York en bleu. Hein. On a bien sûr une relation assez intime. Alors, bien sûr, quel est l'élément que suivent les fonds ? Personne ne le sait. Ils sont très différents en fait. Il y en a qui ont des modèles uniquement mathématiques, algorithmiques. Il y a des gens parmi les fonds qui font un métier un peu plus proche que de nous, négociants, qui regardent l'offre et la demande. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qu'on a vu, c'est que finalement, avec cette perspective, en tout cas on l'analyse en tant que telle, avec cette perspective je dirais, de surplus, de haut stock, de combinaison de situations assez difficiles, les fonds sont restés vendeurs pendant un an pratiquement. Alors ils sont remontés à ce moment, d'ailleurs, en tout cas nous à nouveau on l'analyse comme ça, à ce moment où il y avait une perspective peut-être un peu plus positive en termes de prix du fait d'une perspective de production moins importante. Après, ils ont recommencé à vendre le marché. Et puis là, ils sont donc là depuis un mois, notamment avec cet événement aux États-Unis. Pas mal de fonds sont aussi localisés aux États-Unis. Ça, c'est un impact un peu plus psychologique. Ils ont racheté leur position vendeuse, donc ils ont énormément fait augmenter les cours, hein, comme on l'a vu. Hein, les cours ont progressé de 250 points en 2 mois par là. Et d'ailleurs, donc ça c'est le cours à vendredi. Et aujourd'hui, New York publie le vendredi soir la position des fonds, et aujourd'hui, ils sont même de nouveaux acheteurs, c'est-à-dire qu'ils ont racheté l'intégralité de leur position vendeuse pour être de nouveaux acheteurs. Et là, vraiment, bien sûr, quelque part, ils commencent à faire le pari que la valeur du sucre va être meilleure. On a vu clairement un changement un petit peu de paradigme de leur point de vue. Si les nouvelles continuent d'être supportives, si on continue d'avoir plutôt des événements climatiques comme on a eu aux États-Unis, comme on a eu en Europe, si la récolte indienne ne se passe pas bien, là, ils peuvent être finalement très convaincus qu'on va manquer de sucre. Et là, on peut retrouver sur des positions des fonds qui sont très importantes. Alors, au début, quand les fonds ils sont courts, hein, comme on dit, et qui commencent à racheter, ils trouvent beaucoup de producteurs en face qui sont vendeurs finalement. Alors c'est sûr que plus ils rachètent, moins il y a de producteurs en face. Et c'est là où justement il faut faire assez attention, puisqu'on peut tomber dans des moments de volatilité très forts, voire même d'augmentation importante des cours. Donc à nouveau, un élément fondateur, c'est toujours difficile de savoir, parce qu'ils sont très divers, hein, au final, et puis ils peuvent changer d'avis très rapidement. Mais là, vraiment, on peut noter qu'ils ont pris un petit peu cette nouvelle teneur des fondamentaux du marché.
Alors, les perspectives, donc une production mondiale en baisse, ça c'est quand même un élément très directionnel sur 19-20, probablement sur 20-21, en fait sur 18-19, 19-20, 20-21. Vraiment sur les trois campagnes, on a une perspective de baisse. Un environnement de stock élevé, mais finalement, on se dit, mais sont-ils disponibles? Est-ce que l'Inde, qui a 15 millions de tonnes de sucre au début de sa campagne, combien va-t-elle vraiment rendre au marché mondial? Vraisemblablement, s'ils ont de nouveau une culture importante en 2021, ils devraient être vendeurs. Mais on sait que c'est des gens aussi qui sont attentifs au cours. Donc si le marché est là pour les acheter plus cher, ils vont peut-être les vendre un petit peu plus cher. Le Brésil, bien sûr, alors ça c'est l'élément déterminant de 2021. Comment le Brésil va réagir à ces cours, en gros 20% plus élevés? Est-ce qu'il va faire plus de sucre finalement? Ou est-ce qu'il va rester concentré sur l'éthanol? Parce que vraisemblablement l'éthanol paye bien, parce qu'il a une perspective avec Renovabio. Le gros sous-jacent, bien sûr, de cet arbitrage-là, ce sera les prix du pétrole et le réal par ailleurs. Donc une production probablement en hausse en 2021, essentiellement avec l'Inde, mais pas suffisante vraisemblablement pour établir l'équilibre du marché. Donc on aura de nouveau une année de perte de stock. Alors au-delà, je dirais, de l'économie même du sucre liée en parallèle avec les prix du pétrole au Brésil, le climat sera décisif. On a eu quand même 2 années avec des climats, pour le coup, assez extrêmes, hein, notamment en Europe, finalement. Le rendement betteravier s'en est bien tiré cette année, mais on a quand même eu des conditions avec une alternance de printemps froid et puis après des pics de chaleur. Donc on est quand même sur un environnement, c'est vrai, climatique assez compliqué. Les moussons asiatiques aussi ont été sur des profils très différents de d'habitude. Au final, ont été plutôt bonnes en Inde, moins bonnes en Thaïlande, par exemple. Et de nouveau, on a quand même une certaine incertitude climatique que les marchés pourraient aussi prendre un petit peu à leur profit. Et c'est notamment le pari des fonds. C'est-à-dire que comme on rentre dans un environnement effectivement un petit peu plus serré d'un point de vue bilan, on voit que les stocks sont moins présents, on voit cette perspective de déficit un peu plus fort sur des pays très importants comme les États-Unis, on sait que les fonds seront beaucoup plus attentifs à tout ce qui est météo, à tout ce qui est prévision économique, et donc vraisemblablement pourraient également apporter une certaine plus de volatilité qu'ils ne l'ont fait par rapport à l'année dernière. Voilà, écoutez, c'est la fin de ma présentation, donc heureux de répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup.